Et donc, on donne maintenant la parole aux orateurs suivants, messieurs Luciani et Pasquier, sur l'art d'utiliser les algorithmes de reconstruction. Bien, bonjour à tous. Le professeur Luciani s'excuse, mais compte tenu des circonstances, il est resté à Créteil. Et j'en profite d'ailleurs pour à nouveau avoir une pensée pour le professeur Ramouni, qui était un fervent défenseur de la place du physicien médical en imagerie. Et voilà, il m'a accueilli à bras ouverts dans son service pour que j'effectue mes travaux de thèse. Et je lui adresse à nouveau un immense merci. Donc je vais vous parler essayer de répondre un petit peu, en quelque sorte, au point de conclusion d'Yvan Bricot sur comment on peut utiliser ces algorithmes de reconstruction itérative et comment on peut les évaluer de façon pertinente. Alors on verra quelques introductions et rappels, mais de façon très brève, parce que Yvan Bricot en a dit quelques mots. Ensuite, comment on va évaluer justement la qualité d'image de ces nouvelles reconstructions, avec trois notions importantes. Et suite à ça, une fois qu'on a évalué la qualité d'image, comment on peut optimiser nos machines sans perdre l'information qui est importante pour le diagnostic, et une brève conclusion. Alors, le contexte, vous le connaissez sûrement, les reconstructions itératives, elles sont maintenant utilisées en routine clinique. De mémoire, les premières publications datent de 2007, donc ça fait une dizaine d'années qu'elles sont proposées par les constructeurs. Ces reconstructions permettent de réduire le bruit dans les images, mais ça a un impact sur la qualité d'image qui va avoir des caractéristiques différentes de celles des reconstructions utilisées par le passé, qui étaient des reconstructions linéaires. Ce qui fait que les métriques standards de qualité d'image, et notamment le rapport signal sur bruit qui a été présenté plus tôt, qui certes est important, mais à lui seul, il n'est plus forcément adapté, il ne suffit plus. Donc les réelles difficultés, ça va être de quantifier la qualité d'image de ces nouvelles reconstructions de façon adaptée et d'optimiser les protocoles en fonction, pour ne pas perdre l'information qui nous intéresse en diagnostic. Alors le principe de reconstruction, je vais le rappeler brièvement. L'idée, c'est à partir des projections qui sont acquises, l'algorithme itératif va estimer une première image à partir de modèles statistiques de type moindre carré, estimateur de vraisemblance ou maximum a posteriori. Et une fois que cette image est simulée, elle va être, une fois que l'image est estimée à l'aide de l'algorithme itératif, on va comparer les projections simulées de cette image estimée aux projections qu'on avait acquises. Et va s'en suivre donc tout le cycle itératif où on va comparer les deux projections et adapter et renouveler l'étape de fitting et de réduction du bruit jusqu'à ce qu'on arrive à un point de sortie qui est une condition d'acceptance de la qualité finale, et on va générer l'image souhaitée. Alors les types de reconstruction, historiquement, il y en a eu plusieurs. Il y a eu une première génération qui a été très vite remplacée par tous les constructeurs, avec une deuxième génération qui a suivi rapidement, qui est encore utilisée en routine sur de nombreux systèmes. Cette génération, elle consistait principalement à réduire le bruit en faisant une estimation statistique de ce dernier. Et comme l'a introduit Yvan Bricot, il y a eu une nouvelle génération, dite model-based, qui introduit et qui simule toute la chaîne image, toute la chaîne acquisition pour arriver à estimer au mieux toutes les sources de bruit et les réduire dans l'image finale. Et donc oui, alors j'ai volontairement pris une annonce d'un constructeur, tous les constructeurs ont fait le même type d'annonce. On a des réductions de doses annoncées jusqu'à 82% par les constructeurs. Il y a eu un papier en 2013 qui a fait un listing un petit peu de tous les algorithmes et qui a comparé toutes les réductions de doses annoncées par les constructeurs et ce qui a été publié comme acceptable en diagnostic. Et on se rend bien compte qu'il y a une réelle différence. Je recite également le papier que vous avez pu voir dans la présentation précédente. Il y a une limite à pas dépasser. Et donc, concernant ces niveaux de dose qui sont annoncés, finalement, à partir de quel niveau on commence, quel était le niveau de dose initial, ces pourcentages sont annoncés pour quel type d'indication clinique, c'est sur quels critères de qualité d'image est-ce basé,
et finalement comment je vais réussir à optimiser mes protocoles de la même façon. Alors, on va commencer par le bruit. Conventionnellement, le bruit, il est estimé dans une image en faisant une région d'intérêt n'importe où dans l'image, et on va mesurer la déviation standard des pixels dans cette région d'intérêt. Là, on peut voir deux images totalement différentes, mais vous pouvez me croire, la déviation standard dans les deux images est identique, et la moyenne est également la même, parce qu'il y a une texture de bruit qui est totalement différente. Si on ajoute le même signal à ces deux images de bruit, on se rend compte qu'on a un signal sur bruit, du coup on a le même signal, le même bruit, donc le signal sur bruit est identique, mais la détectabilité de la lésion est totalement différente. Donc il y a une réelle nécessité de caractériser la répartition fréquentielle du bruit. On va donc a été introduit la notion de spectre d'amplitude de bruit. En anglais, vous verrez le noise per spectrum, souvent noté NPS, qui va nous permettre de quantifier la texture du bruit. En pratique, qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple, c'est simplement la transformée Fourier de l'image d'un objet uniforme. Donc on va simplement décomposer le signal en fréquences et on va analyser comment se répartit le bruit dans toutes les fréquences spatiales. On peut le mesurer dans les trois directions, mais celle qui nous intéresse le plus, parce que là où il y a le plus de variations d'une reconstruction itérative à l'autre, c'est dans le plan axial. Et on va avoir cette forme de donut que vous pouvez voir en bas à gauche. Je cite le terme de donut parce que vous le verrez aussi dans la littérature. Donc comme je disais, c'est assez simple. La formule peut effrayer au début. C'est une transformée de Fourier, toute simple. On va simplement faire une somme pour arriver à lisser les résultats et avoir quelque chose de plus juste. Mais c'est une simple transformée de Fourier d'une région d'intérêt. En pratique, comment c'est réalisé? Ça peut être fait sur tous les fantômes de contrôle qualité que vous avez pu voir dans les services, soit des fantômes qui sont développés par des sociétés spécifiques, soit les fantômes constructeurs qui sont livrés avec la machine. Donc ce type de fantôme est présent dans tous les services. Il y en a forcément un. Et donc on va positionner des régions d'intérêt de taille, de disposition et en nombre variable en fonction du champ de vue et de la taille du fantôme pour faire le calcul. Donc on va simplement faire la transformée de Fourier de ces régions d'intérêt. Et on obtient, comme je disais, cette forme de donut qui correspond donc au noise per spectrum dans le plan XY. Et ensuite, on va faire une moyenne radiale de cette image pour arriver à obtenir une courbe unidimensionnelle qui est un peu plus simple à analyser. Donc pareil, je vous mets cette courbe parce que les constructeurs commencent à présenter ce type de courbe pour illustrer la texture du bruit de leur reconstruction, parce que chaque reconstruction, auprès de la FDA, ils doivent faire ce type d'analyse. Donc une fois qu'on a ce type de courbe, comment on peut les analyser et quelle information on peut en extraire? Si on prend 4 niveaux de bruit d'images reconstruites en FBP, donc il y en a 5, pardon, avec des niveaux de dose croissants, on se rend compte que plus la dose augmente, donc plus le bruit diminue, et plus l'air sur la courbe du noise per spectrum diminue. Donc là, on retrouve en fait l'information qu'on a quand on fait la déviation standard d'une région d'intérêt. Après, si on prend deux images avec deux textures de bruit différentes, comme on l'a vu au début, on se rend compte que la texture du bruit est totalement différente et la forme du noise per spectrum varie en fonction de cette texture. Donc on va être capable de quantifier la texture du bruit en analysant la forme du pic, donc le pic de fréquence et aussi la fréquence moyenne du noise per spectrum. Et plus le grain va être fin, plus on va avoir une haute fréquence spatiale, et plus le grain est gros, et plus on va avoir une basse fréquence spatiale. Et typiquement, les reconstructions itératives se placent plus à basse fréquence spatiale. Donc voilà une illustration d'une publication qui est relativement récente, où on voit les trois reconstructions de chez General Electric avec des niveaux de dose variables. Donc on retrouve bien la diminution de l'air sous la courbe pour les trois reconstructions. Et si on compare le pic du noise per spectrum d'une reconstruction à l'autre, donc de la FBP vers les reconstructions de plus en plus itératives, on se rend compte que le grain est de plus en plus gros, l'image est lissée et la fréquence du pic décroît vers les très basses fréquences. Et donc
Ce grain grossier, ce lissage, ça correspond typiquement à l'aspect Photoshop qu'on a pu voir précédemment, et c'est ce qui peut vous déranger dans le diagnostic lors de votre première visualisation de ce type d'image. Donc on a vu le bruit, la résolution spatiale, qui est aussi une des métriques les plus utilisées pour évaluer les images en scanner, et comme d'autres systèmes d'imagerie. Si par exemple il y a des photographes dans les images, tout capteur d'appareil photo est caractérisé par une EFTM. Donc la fonction de transfert de modulation, comment les mesurer en scanner, généralement c'est sur des objets à haut contraste qui sont soit une ligne ou un rebord ou encore une bille. Et c'est mesuré à haut contraste pour simuler un objet idéal et avoir les meilleures conditions de mesure. Sauf que, comme je disais, reconstructions itératives, elles sont statistiques et non linéaires. Du coup, si on se place à bas contraste, à basse dose, est-ce qu'on aura la même réponse par rapport à très haut contraste et très haute dose? Ça m'étonnerait. Il va donc y avoir une nécessité de mesurer cette résolution spatiale dans des conditions variables qui sont représentatives de la clinique. Là encore, ça peut être effectué sur les fantômes de contrôle qualité qui se trouvent dans tous les services et associés à tout scanner. Alors, en fait, la méthode de mesure de la FTM va légèrement changer, mais le principe est le même. On va simplement mesurer la fonction de transfert de modulation sur des objets qui, cette fois-ci, vont avoir des contrastes différents. Sur le cas de ce fantôme, on va détecter les inserts et mesurer pour chaque insert le niveau de gris de tous les pixels par rapport à la distance du centre de l'insert. On obtient une courbe de type, alors c'est une fonction de transfert, fonction de dispersion linéique, qu'on va, par opération mathématique, réussir à amener jusqu'à une fonction de transfert de modulation classique. Donc on retrouve le même type d'information qu'on mesurait déjà pour toute reconstruction, c'est simplement la méthode qui change. Et donc pour rappel, la fonction de transfert de modulation, plus l'air sous la courbe est importante, et meilleure est la résolution spatiale. Un système idéal a une fonction de transfert de modulation de 1. Une illustration pour vous montrer l'influence des reconstructions itératives sur la résolution spatiale, cette fois-ci chez Siemens. Donc la résolution spatiale est mesurée sur 4 types de contrastes différents, et on se rend bien compte que pour la reconstruction FBP, qui est une reconstruction linéaire, la reconstruction spatiale est sensiblement la même, quel que soit le contraste. Pour la reconstruction Iris, qui était donc la première génération chez Philips, qui était une reconstruction, si je ne dis pas de bêtises, dans le domaine image, et elle aussi peu dépendante et quasi linéaire. Donc là, on a encore une réponse qui est sensiblement la même, quel que soit le contraste. Et enfin, une reconstruction itérative, Saphir, donc là c'est la deuxième génération, on se rend compte qu'il y a vraiment une dépendance en contraste, que la résolution spatiale est sensiblement la même que la FBP à bas contraste, peut-être voire même inférieure, et les améliorations de résolution spatiale qui sont souvent annoncées par les constructeurs, là on la trouve, oui, mais à très haut contraste. Une autre illustration, donc on a vu la dépendance en contraste, là on voit tout de suite la dépendance en dose. Dans un cas de mesure à haut contraste, la FBP, on a à nouveau un résultat qui est très linéaire et inchangé quel que soit le niveau de dose. À l'inverse, pour Admire, qui est là une reconstruction de type model-based, donc très itérative et très puissante, on se rend compte que oui, il y a une augmentation de la résolution spatiale et en plus ça dépend de la dose. Donc on a vu que le bruit avait une texture qui pouvait changer en fonction de la reconstruction. La résolution spatiale va changer en fonction des conditions dans lesquelles, en fonction des conditions de contraste et de dose. Donc finalement, comment on va réussir à bien quantifier la qualité d'image et à mêler ces deux informations de bruit et de résolution spatiale? Pour ça, on va utiliser des opérateurs mathématiques qui sont appelés modèles observeurs. La dénomination, je ne sais pas comment on pourrait vraiment traduire ça en français, mais c'est des fonctions mathématiques qui vont nous permettre de coupler toutes les informations qu'on a pour estimer au mieux la capacité que nous, radiologues, on va avoir à effectuer une tâche clinique. Et donc, on va obtenir un métrique qui sera plus pertinent qu'un signal sur bruit. La tâche clinique, elle peut être très variable. Ça peut être la détection d'une lésion, la différenciation de deux types de lésions, ou encore la quantification de différentes grandeurs d'intérêt. Alors,
j'ai pris un type de modèle observeur parce que c'est celui qui est le plus représentatif de l'œil humain. Le nom est tout aussi barbare que la formule, je vous l'accorde. Donc on calcule un indice de détectabilité. Mais si on se penche un peu sur la formule, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça. On retrouve le noise per spectrum et la résolution spatiale qu'on a présentée plus tôt. Ça, c'est toutes les informations qu'on a du système. Et après, l'idée, c'est de modéliser au mieux toutes les informations qu'on a. Donc on va modéliser la fonction visuelle du radiologue en fonction de plein d'informations. Et on va aussi modéliser la tâche clinique parce qu'on a vu que la qualité d'image, elle peut varier en fonction de cette tâche clinique. Donc, en fait, je reviens juste. Si on regarde bien, en fait, c'est simplement un signal sur bruit, mais qui est un petit peu compliqué et dont on va pondérer le score en fonction de toutes les informations. Parce que dans une réponse, finalement, l'œil humain ne va pas forcément voir tout ce qui est affiché à l'écran. On n'est pas capable de voir toutes les fréquences. Et le scanner va donner une réponse qui va varier aussi en fonction donc, de la tâche clinique. Donc, on va pondérer ce signal. On peut ajuster le modèle observeur en fonction de plein d'informations, le champ de vue, la taille de l'écran, la distance de visualisation. Bon, ça, c'est pour peaufiner. Et on peut aussi définir la lésion comme on le souhaite. On peut définir toute forme de lésion, toute taille et tout contraste. Et donc, si j'en reviens à mes deux images de signal que je vous ai présentées plus tôt, où on avait un signal sur bruit qui était identique, là, on se rend bien compte qu'en pondérant la réponse et en calculant un indice de détectabilité, on a un score qui est bien plus pertinent, et à droite, la lésion est bien plus perceptible, et on a un indice de détectabilité qui est bien supérieur. Une illustration de comment optimiser des protocoles avec un indice de détectabilité. Voici une des premières publications qui a présenté en scanner ce type de modèle observeur. En fait, ils ont simplement fait les deux analyses, la classique avec un rapport contraste à bruit, et un calcul d'indice de détectabilité pour deux tâches différentes, une petite lésion à haut contraste et une grosse lésion à bas contraste. Si on regarde les résultats en termes de rapport contraste à bruit, on se rend compte tout de suite que si, par exemple, c'est un nouveau scanner qui était installé sur site où on a utilisé de la FBP et qu'on voudrait installer une reconstruction model-based, ben on est incapable de déterminer jusqu'où on peut aller parce que finalement, même avec la meilleure performance qu'on avait avant, à la plus basse dose possible, et ben la reconstruction MBIR, elle est bien au-dessus. Et à l'inverse, quand on fait un calcul d'indice de détectabilité, on se rend compte que le gain et l'amélioration de la qualité d'image va changer d'une tâche clinique à l'autre et que les potentiels de réduction de dose et donc la manière dont on va optimiser le protocole va varier en fonction de l'indication clinique. Et on peut aller un peu plus loin. Le machine learning est un peu... Oh, pardon. Ah non, c'était... OK. Le machine learning est un peu partout en ce moment. Je vais vous montrer, ça c'est une illustration de mes travaux de thèse. Donc une étude qu'on a réalisée à Henri Mondor avec le professeur Luciani et aussi Ramouni. Donc on a designé un fantôme anthropomorphique dédié au carcinome hépatocellulaire. Ce fantôme, on l'a passé un peu sous toutes les coutures sur un de nos scanners, le scanner qu'on avait en clinique. Donc on a obtenu 350 examens abdominaux. Alors, pour détailler un petit peu le fantôme, vous pouvez voir que le foie est scindé en deux parties pour simuler les deux phases d'injection du carcinome hépatocellulaire. Et dans chaque partie du foie, vous avez des lésions qui sont simulées, soit hyper, soit hypo-artérielles en fonction de la phase. Hypo-atténué, pardon. Hypo-hyper. Donc on a fait ça sur un scanner. On a analysé la qualité d'image avec des métriques telles que je vous les ai présentées plus tôt. Et 3 radiologues, en parallèle, ont évalué les images sur plusieurs critères, mais ils ont surtout mis une indication en disant si oui ou non ils acceptent cet examen, s'ils l'accepteraient en clinique. Et donc on a appliqué ensuite du machine learning pour apprendre, en fonction de ces métriques de qualité d'image, si oui ou non les radiologues accepteraient l'examen. Alors je vous passe tous les détails, mais on a passé tout un tas de modèles de machine learning avec des algorithmes différents et on a sorti celui qui marchait le mieux.
Et donc, une fois qu'on a trouvé un modèle de machine learning qui arrivait à bien apprendre et à comprendre comment les radiologues aimaient la qualité d'image ou non, on a utilisé ce modèle qui était dit, alors on dit qu'il est entraîné, et on a utilisé ce modèle pour prédire la qualité d'image de 250 nouveaux examens du même fantôme, mais avec une morphologie plus fine, sur un autre scanner, acquis sur un autre scanner, et donc on a sorti quasiment autant d'images. Et donc ce modèle de machine learning nous a permis automatiquement d'identifier les examens qui seraient acceptables ou non en fonction de la qualité d'image, et en fonction des métriques pertinents. Et dans tous ces examens qui ont été prédits comme acceptables, on a sorti l'examen qui a été acquis avec la dose la plus faible et on l'a comparé lors de l'installation du nouveau scanner, donc du Révolution CT, à un protocole d'usine qui était non optimisé. Et ce qu'on peut voir tout de suite, donc tout à gauche, vous avez la limite de qualité d'image qui a été acceptée par les radiologues. C'est sur un fantôme, c'est tout à fait discutable, j'en conviens. Donc on avait un niveau de dose de 6,7 mg pour une morphologie standard sur un premier scanner. Au milieu, vous avez le fantôme de morphologie fine acquis sur le deuxième scanner, donc avec un protocole non optimisé, qui était le protocole d'usine, qui là, certes, sur fantôme, donne des niveaux de dose largement acceptables sur ce fantôme qui est fin, mais en routine, on était souvent au-dessus des niveaux de référence diagnostique, et c'est pour ça qu'on a appliqué, tout ce process et qu'on a voulu optimiser notre protocole. Et donc, tout à droite, vous avez le protocole prédit par le machine learning comme étant acceptable par les radiologues, acquis avec la plus basse dose, donc on arrive à 2 mg. On a une réduction de la dose d'environ 80%, et tout en assurant la détectabilité et la caractérisation des CHC de manière quasi similaire à ce qui avait été accepté par les radiologues sur la première image tout à gauche. Alors pour conclure, on peut dire que les métriques conventionnelles qu'on utilise sur Fantôme sont plus adaptées à l'évaluation de ces nouvelles reconstructions. Donc il faut faire attention quand on compare des nouvelles reconstructions avec simplement un rapport signal sur bruit. Donc ce qu'il faut retenir, les métriques, parce qu'ils peuvent vous être présentés de plus en plus par les constructeurs, ils peuvent vous présenter des informations de ce type-là, c'est que la fonction de transfert de modulation adaptée à une tâche clinique, c'est ce qui va nous permettre de mesurer correctement la résolution spatiale dans tous les types, toutes les conditions de contraste et de bruit. Le noise per spectrum, il va vous permettre de quantifier cette texture de bruit qui peut changer d'une reconstruction à l'autre, d'un constructeur à l'autre, ce qui permet après de faire de la standardisation de protocoles entre un système justement Siemens jusqu'à un Siemens GE. Et les modèles observeurs vont nous permettre d'optimiser les protocoles de façon très spécifique à une tâche clinique en couplant toutes ces informations qu'on a du système. Si vous voulez démystifier un peu tout ce concept de modèle observeur, je vous conseille vivement cette publication que j'ai listée, qui est assez facile d'approche pour avoir une idée un peu plus claire de ce concept. Enfin, si ça reste très obscur pour vous, sachez qu'il y a un groupe de travail qui a été fondé par la SFPM, la Société française de physique médicale, qui vise à créer un logiciel d'évaluation de la qualité d'image de ces reconstructions itératives, donc qui sera fait avec une interface utilisateur relativement simple d'utilisation. Et donc, d'après les 3 physiciens, c'est prévu pour cet été 2018. Et donc, tout ce que je vous ai présenté, c'est encore c'est fait sur des fantômes qui sont uniformes, même si dans ce que je vous ai présenté là avec le machine learning, c'est sur des fantômes qui sont de plus en plus anthropomorphiques et proches de la clinique. Mais la perspective, elle reste réelle, et c'est d'arriver à évaluer directement cette qualité d'image sur des images cliniques, parce que quel est le lien vraiment entre ce qu'on mesure sur un fantôme et ce qui se passe en routine? C'est une grande question, et alors le temps de parole ne me le permettait pas, mais je vous invite à voir ces deux publications qui sont citées ci-dessous pour voir les détails et les perspectives sur l'évaluation dans les images cliniques. Merci à tous. Merci beaucoup.